nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashafuye ekundorere nekundorere nekundorere nekundorere. Nous sommes toujours avec le colonel Luc Marchal dans l'émission Grand Témoin. Vous l'avez suivi, il a exposé une première partie concernant son arrivée au Rwanda, concernant l'impression qu'il a eue de la situation générale politique et militaire de ce pays. Nous en sommes maintenant à la deuxième partie qui va concerner la période de janvier à avril 1994. Je rappelle qu'en ce moment-là, j'allais dire, les deux parties belligérantes, plus la communauté internationale et les partis politiques, essayaient de mettre en place les nouvelles institutions de transition. Il y a eu des problèmes, il y a eu aussi très probablement des choses qui ont été réalisées. Malheureusement, on a abouti à ce que vous savez, à l'attentat du 6 avril 1994 qui a déclenché l'apocalypse. Mon colonel, est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs ce que la Minuar, dont vous étiez précisément un des commandants, a fait pendant toute cette période? Est-ce que la Minuar a pris part aux tentatives de mise en place des institutions et quel était son rôle exact? Donc, je voudrais préciser avant tout que la Minuar était dirigée par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, c'est M. Bobo, et que c'est lui qui était le véritable chef de cette opération. Qui était un civil d'origine camerounaise. C'est ça, voilà. Qui a été ministre des Affaires étrangères de son pays. La Minuar était subdivisée en différentes divisions, dont la division dont on parle beaucoup, c'est bien entendu la force, la division militaire de la Minuar, qui était, elle, commandée par le général Dallaire. Donc, le général Dallaire était un subordonné de M. Bobo. Il y avait également une division police qui était dirigée par un colonel policier de nationalité autrichienne. Il y avait aussi une division observateur militaire qui avait des missions tout à fait particulières. La particularité d'un observateur militaire de l'ONU est que c'est un militaire, mais qui est non armé. À l'opposé, les casques bleus sont armés. Bon, ce sont des militaires armés. Les observateurs ne sont pas armés. Et dans le secteur Kigali, j'avais un détachement d'une centaine d'observateurs militaires qui étaient chargés de contrôler la bonne application de ce fameux protocole d'accord de la zone de consignation des armes. Il y avait aussi une division logistique qui devait pourvoir à tous les besoins de la Minuar et évidemment le représentant spécial, M. Bobo, avait tout un état-major pour l'aider dans sa tâche de commandement de cette mission. Donc, pouvez-vous, mon colonel, expliciter davantage ce qu'était cette zone de consignation des armes et pourquoi elle existait? Oui. Donc, cette zone de consignation des armes, elle n'a pas été inventée, elle était prévue dans le mandat que le Conseil de sécurité a voté, qui était la mission générale de la mission des Nations Unies au Rwanda.
il y avait différents secteurs au Rwanda. Il y avait celui tout à fait au nord de la zone démilitarisée. Il y avait aussi un petit secteur qui se trouvait en Ouganda, proprement dit, où là, il y avait uniquement des observateurs militaires. Et alors, le gros secteur de la mission, c'était bien entendu le secteur Kigali. Alors, pour essayer d'être suffisamment imagé, le secteur Kigali avait en son centre la capitale et une zone d'un rayon de 15 à 20 km tout autour de la capitale, ce qui faisait une zone relativement étendue au point de vue superficie, que l'on peut estimer à peu près 1000 km². Donc c'était quand même assez énorme. Et bon, Kigali, la capitale, n'était quand même pas un petit village de campagne, c'était quand même une capitale et une grande ville. Donc le secteur Kigali était quand même fort important. Alors pour répondre à votre question et parcourir cette période de décembre 93 à avril 94, je dirais pour baliser l'évolution de la situation que personnellement, je la vois en 4 phases différentes. La première, qui va du début décembre 93 jusqu'au début janvier 94. Bon, c'est grosso modo un mois au cours duquel les premières unités de la MINUAR sont arrivées et se sont déployées sur le terrain. Bon, c'était à l'époque essentiellement le secteur Kigali qui était approvisionné en effectifs. Pendant cette période d'environ un mois, les défis étaient énormes. En fait, il y avait 2 gros défis. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'était la négociation du protocole d'accord de la zone de consignation des armes. Et ça n'a pas été une mince affaire parce que la MINUAR avait affaire à 2 pôles qui s'opposaient, mais frontalement. Donc, le produit final était un subtil équilibre entre les exigences des uns, les concessions des autres, et ainsi de suite. Mais on est arrivé à un document final qui a été signé, et ça c'est important, par les 3 parties prenantes au processus de paix. Le gouvernement rwandais, c'est le ministre de la Défense, Augustin Bizimana, qui a signé le protocole d'accord. Pour le FPR, c'est bien entendu Paul Kagame qui a signé le protocole d'accord. Et pour la MINUAR, c'est le général Dallaire qui l'a signé, puisque à cette époque-là, M. Bobo n'était pas encore officiellement au Rwanda. Donc, ça, c'est un des premiers défis qui a été relevé. Et ce protocole a été signé le 26 décembre. Donc, il a fallu pratiquement 3 semaines pour le négocier et pour le mettre sur papier de manière à ce que toutes les parties soient bien au courant, je vais dire, des règles du jeu dans lesquelles elles allaient évoluer. Le deuxième défi qui a été relevé pendant ce premier mois, cette première période, c'est bien entendu le mouvement du bataillon du FPR qui devait être installé à Kigali avant la mise en place des institutions de transition. Bon, ça c'était une opération militaire de grande envergure. Le bataillon FPR, c'était plus de 600 hommes, accompagnés d'une centaine de responsables politiques et de fonctionnaires qui devaient faire fonctionner tout l'appareil administratif du FPR à Kigali. Cette opération de mouvement du bataillon FPR s'est déroulée le 28 décembre 1993. Elle s'est très bien déroulée et
comme je l'ai déjà souligné, et je le souligne une fois de plus, la collaboration de la gendarmerie et des phares a été totale pour aider au bon déroulement de cette opération de déplacement du bataillon FPR de Mulindi jusqu'au CND à Kigali. Après ces deux défis majeurs, le suivant, c'était la mise en place des institutions de transition. Et ça, c'est le début de la deuxième période qui va du début janvier jusque, je dirais, fin février. Bon, là, c'est une période très dure auquel nous avons été confrontés parce que, d'abord, il y a eu plusieurs manifestations très violentes avec, bon, généralement, mort d'hommes, blessés. Il y a eu plusieurs assassinats, dont l'assassinat du ministre Gatabazi, qui a déchaîné quand même 3 à 4 jours d'émeutes à Kigali et dans l'intérieur du pays. Il y a aussi eu l'assassinat de Martin Buchiana à Butare. Donc tout ça a fait que cette période était très stressante et bon, la MINUA, bien entendu, enfin tous les acteurs se posaient énormément de questions. La première tentative de mise en place des institutions de transition a eu lieu le 5 janvier. Alors, je crois qu'il est utile quand même d'expliquer, parce que tout ça semble, pour ceux qui ont vécu, c'est naturel, mais les accords d'Arusha prévoyaient 3 institutions de transition. La période de transition devait être, bon, c'est ce qui était prévu, de 22 mois. À l'issue de ces 22 mois, devaient se passer des élections libres, de manière à choisir eh bien, un Parlement consécutivement à des élections libres. Mais pendant la période de transition, eh bien, c'était une procédure tout à fait particulière et les partis en présence devaient se mettre d'accord pour désigner leurs représentants pendant cette période de transition. Alors, il y avait 3 institutions. La première, c'est celle du chef de l'État. Donc, le président Habyarimana restait chef d'État pendant la période de transition. La deuxième institution de transition, c'était le gouvernement de transition à base élargie. Et la troisième, c'était l'Assemblée nationale de transition. Bon, ces 3 institutions auraient dû se mettre en place le 5 janvier lors de la première tentative de mise en place des institutions. Le 5 janvier, il n'y a que le président Habyarimana qui a prêté serment dans la nouvelle formule de l'État rwandais, c'est-à-dire dans la formule de transition vers des élections libres pour la formation d'un gouvernement de plein pouvoir et ainsi de suite. Bon, les 2 autres institutions, malheureusement, n'ont pas été mises en place parce qu'il y avait toujours une discussion sur la composition des listes des députés qui devaient faire partie de cette fameuse Assemblée nationale de transition. Alors, je résume le tout. Il y a eu au total, durant toute la période, du 5 janvier au 28 mars, qui a été la date de la dernière tentative, il y a eu 22 tentatives de mise en place des institutions de transition. Alors, quand vous me demandez ce que faisait la MINUAR ou ce qu'a fait la MINUAR pendant cette période, eh bien, sachez bien qu'à chaque tentative de mise en place, c'était un dispositif d'à peu près 600 gendarmes et casques bleus qui étaient mis en place pour assurer la sécurité de la mise en place. Donc, je ne vais pas dire que c'était la seule occupation de la MINUAR, ce n'est pas vrai parce qu'il y avait toute une série de missions répétitives qui se passaient tous les jours et qui auraient dû assurer
un meilleur contrôle à l'intérieur de cette fameuse zone de consignation des armes, mais cette répétition de mise en place des institutions de transition a demandé une énergie folle. Et bon, quand on doit mettre en place autant de monde, eh bien, c'est au détriment des missions, je veux dire, quotidiennes. Et ça s'est très fort ressenti pendant l'ensemble de la mission, la période qui a précédé l'attentat. Donc, cette deuxième période, comme je l'ai dit, c'est du 5 janvier jusqu'à fin février ou début mars, quand, suite à l'assassinat du ministre Gatabazi, bon, il y a eu ces journées d'émeutes à Kigali, hein, où il y a quand même eu pas mal de morts également, et puis la situation s'est stabilisée. Et vraiment, à partir du mois d'août, il y a eu une réelle, je vais dire, pacification des relations, et là, il y a eu une réelle collaboration avec les autorités politiques rwandaises pour permettre que finalement les deux institutions de transition qui devaient encore être mises en place puissent l'être. Et là, durant cette période, donc du mois de mars 94, bon là, les ambassadeurs en poste à Kigali se sont impliqués pour trouver une solution pour résoudre, en fait, il restait 2 problèmes à résoudre à cette époque-là. C'était la participation de la CDR au processus de paix, puisque la CDR avait refusé, donc c'est la Coalition pour la défense de la République. Bon, la CDR, bon, c'est un parti qui était répertorié comme étant un parti extrémiste, Hutu, et ce parti avait refusé de signer la charte de bonne conduite que les autres partis avaient signée, hein, qui était une charte qui permettait, enfin, ou qui obligeait ceux qui l'avaient signée, les signataires, à respecter toute une série d'attitudes et de choses à ne pas faire pendant la période de transition, donc pendant la période du processus de paix. La CDR avait refusé, et suite à l'implication et aux négociations du mois de mars, finalement, la CDR a signé cette fameuse charte de bonne conduite, et l'ensemble des partis politiques, à l'exception du FPR, ont accepté que la CDR fasse partie du paysage politique rwandais et participe donc au processus de paix. Le second point qui restait en friction, c'était la participation du Parti libéral, hein, qui avait 2 tendances, une tendance SPR et une tendance Hutu. Là aussi, ben, ce problème avait été résolu au cours du mois de mars. Donc, le mois de mars a vraiment été une période où pas mal de choses se mettaient en place et qui a généré un immense espoir que finalement ces institutions allaient être mises en place. La 4e période, évidemment, c'est à partir de l'attentat, bon, où là, tout a basculé très rapidement, bon, dans le chaos le plus complet, et bon, on sait ce qui est arrivé. Donc, voilà synthétisé, ben, disons, ce que moi je vois comme grande période entre décembre 93 et avril 94. Je vous remercie beaucoup, mon colonel. Dans ce paysage, il y a un phénomène dont vous n'avez pas encore parlé, mais qui est très souvent cité comme très probablement une des sources principales justement de la descente aux enfers. Le phénomène des milices, des partis politiques. Est-ce qu'en arrivant au Rwanda, vous avez eu
un constat particulier, ces milices qui pullulaient, qui étaient les unes plus solides ou plus fortes ou plus bruyantes que les autres. Est-ce que vous avez eu affaire à ces milices, notamment aux milices Interahamwe, puisque c'est celles-là qui sont souvent citées, mais on oublie de dire que chaque parti avait pratiquement une aile jeunesse qui a été ensuite baptisée milice. Oui, en effet, le problème des milices était réel puisque, comme vous le dites, chaque parti avait sa propre milice. Bon, il est un fait qu'on parle toujours des Interahamwe, mais tout simplement parce qu'eux étaient très visibles. Ils avaient une tenue spéciale et ils étaient particulièrement démonstratifs. C'est-à-dire que tous les matins, et je vais vous donner un petit peu un exemple, c'est l'exemple que j'ai vécu tous les matins. À 6 heures, je partais faire mon cross matinal avec mon secrétaire et pratiquement tous les jours, on croisait un groupe, et je dirais d'une cinquantaine ou d'une centaine d'Interahamwe avec sa tenue bariolée qui faisaient aussi leur cross matinal. Bon, on se croisait, on savait bien qui on était, et bon, ça c'était la réalité de Kigali. Bon, comme malgré tout, au début de notre présence sur place, bon, les incidents se sont multipliés. J'ai parlé de manifestations qui étaient quand même violentes, auxquelles les Interahamwe participaient, et comme ils avaient une tenue tout à fait remarquable, ils ne pouvaient pas passer inaperçus, donc ils étaient directement pointés du doigt. Et donc, il y a eu, de la part du MRND, puisque les Interahamwe étaient quand même la milice du parti, bon, le mot d'ordre a été donné que les Interahamwe ne pouvaient plus porter la tenue en question. Bon, ça ne les a pas changés, ça n'a pas changé leur façon de faire, de continuer à faire le jogging matinal, puisque je les ai croisés tout à fait régulièrement et quasi quotidiennement. Donc, oui, ces milices posaient un réel problème, parce que forcément, c'était la jeunesse du pays, et on sait que, bon, dans certaines conditions, dans un certain climat, bon, ben, la jeunesse peut avoir des réactions particulièrement extraverties, et que dans l'ensemble des membres de ces mouvements politiques, mais il n'y avait peut-être pas les citoyens les plus parfaits du Rwanda. Hein. Donc, bon, cet aspect-là était très important. Et je vous dirais que, bon, c'est vrai que les Interahamwe, on les a mis à toutes les sauces, mais que pendant toute la période où nous étions là, bon, il y avait des incidents quasi quotidiens, mais on ne parvenait jamais à savoir si cet incident était motivé par des raisons politiques ou bien simplement par des motivations de droit commun. Et il y avait beaucoup d'exactions qui se commettaient et qui étaient finalement des vols, des maltraitances de voisins et ainsi de suite, à caractère privé. Mais tout ça était mis sur le climat général qui régnait à l'époque, où il y avait une exacerbation politique mise en évidence par les agissements des différentes milices politiques. Mais bon, d'incidents directs entre la MINUAR et l'une ou l'autre milice politique, bon, ça ne s'est pas passé. Dans tout ce temps-là, notamment juste après l'arrivée de votre contingent à Kigali et à la veille de l'attentat du 6 avril 1994, mon colonel, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le président Habyarimana et quelle a été l'impression que vous avez eue, si vous l'avez rencontré effectivement,
comment pourriez-vous qualifier vos relations avec cet homme qui allait quand même continuer à conduire les destinées du Rwanda pendant les 22 mois de transition? Est-ce qu'il était lui-même très préoccupé? Était-il serein face aux nouveaux événements? Est-ce que vous avez l'impression qu'il avait, comme certains l'ont dit d'ailleurs, tendance à baisser les bras, ou alors était-il prêt vraiment à faire face et à vivre la nouvelle vie, à vivre la nouvelle situation qui impliquait aussi la participation du Front patriotique rwandais de Paul Kagame aux institutions? Oui, bon, mais pour répondre à votre question, oui, en effet, j'ai eu l'occasion de converser avec le président Habyarimana. Bon, ma première entrevue avec lui s'est passée, si mon souvenir est bon, le 30 janvier 1994. En fait, il avait exprimé le souhait de pouvoir discuter avec le commandant du secteur Kigali. Bon, je l'ai donc rencontré. Nous avons eu un entretien d'un peu plus d'1 heure. Et je dois dire que cet entretien m'a fort impressionné, en ce sens que la personnalité du président Habyarimana est une personnalité qui vous met directement à l'aise. Nous avons eu un dialogue, un échange tout à fait ouvert et serein. Bon, ce qui m'a impressionné pendant l'entretien, c'est que le président était très bien au courant de la situation de la Minuar et des différents problèmes qui se posaient à ce moment-là. Bon, je rappelle, c'était le 30 janvier. À ce moment-là, nous étions encore toujours occupés à essayer de trouver nos marques, nous, Minuar. Conscients que nous étions que la perception que nous avions de la situation n'était pas évidente, puisque la Minuar n'avait aucun service de renseignement, donc il y avait très peu de possibilités d'être informé sur certains aspects de la vie réelle et de l'évolution de la situation interne du Rwanda. Mais pendant l'entretien, le président Habyarimana a invoqué différents petits points d'achoppement, dont un point était l'absence de carte d'identité en possession des militaires du FPR qui étaient à Kigali. Et c'est le premier qui m'a fait apparaître que le fait qu'il n'avait pas de carte d'identité, ça voulait dire qu'il n'était pas contrôlé non plus. Et que le président m'a posé clairement la question, est-ce que vous êtes certain que les 600 militaires du Front patriotique rwandais qui sont actuellement au cantonnement au CND sont exactement les mêmes que ceux qui sont partis de Mulindi? Donc, c'était une question très pertinente parce que, d'abord, on ignorait qu'il n'avait pas de carte d'identité et, bon, la réflexion du président mettait aussi la puce à l'oreille en disant, mais tiens, est-ce que par hasard, les militaires du FPR n'utiliseraient pas les transports de bois quasiment quotidiens de Mulindi jusqu'à Kigali pour l'un ou l'autre trafic, que ce soit importer des militaires, que ce soit pour autre chose également. Et donc, comme je le disais, bon, l'entretien a été très ouvert. Bon, j'ai pu répondre à certaines questions posées par le président et il m'a fait apparaître aussi, il a aussi parlé des incidents, bon, j'en ai déjà fait mention, aux incidents
entre le contingent belge et certaines autorités militaires rwandaises. Bon, il l'a fait très, très ouvertement, très calmement, et ainsi de suite. Donc, cet entretien a été positif. Et vous me posez la question de savoir, bon, quelle était l'impression qu'il m'a donnée. Bon, est-ce qu'il vraiment souhaitait participer à ce processus de paix? Est-ce que c'était pour lui une préoccupation et ainsi de suite? Eh bien, je peux effectivement témoigner qu'il était préoccupé et qu'il avait une véritable volonté de pouvoir, mais dans des conditions acceptables, bien entendu, pouvoir mettre que ce processus de paix soit une réussite. Parce que à la fin de l'entretien, quand on s'est séparés, il m'a dit quelque chose de très important, enfin, que j'ai ressenti comme très important. Il m'a dit, écoutez, vous pouvez être certain que la réussite de la Minuar, c'est aussi la réussite du peuple rwandais. Et là, ça m'a fait comprendre que bon, toutes les critiques que l'on exprimait à l'égard, enfin certaines critiques que l'on exprimait à l'égard du président Habyarimana et ainsi de suite, eh bien, ça ne correspondait alors pas du tout à ce qu'il a dit, puisque, mais c'était évident que le succès de la Minuar correspondait également au succès de la population rwandaise, puisque ce succès devait conduire à un nouveau Rwanda où l'ensemble des citoyens rwandais auraient pu participer au progrès de la communauté et au progrès du pays proprement dit. Donc ça, c'était le premier contact que j'ai eu avec le président Habyarimana. J'en ai eu un second, c'était à la mi-février. En fait, pour ne pas trop rentrer dans les détails, cette seconde rencontre avait été organisée pour, arrondir les angles et aplanir le contentieux qu'il y avait entre le contingent belge et les autorités rwandaises, puisque les incidents s'étaient multipliés. Et quand on dit que les autorités gouvernementales avaient intérêt à torpiller la Minuar, eh bien, je peux certifier que ce n'est pas le cas, parce que si ça avait été le cas, eh bien, le président ne se serait pas impliqué justement dans cette réunion de concertation, puisque là, il y avait à cette réunion participait également le général Sabimana et le ministre de la Défense. Du côté belge, il y avait l'ambassadeur Johan Swinen, il y avait le commandant du bataillon belge de Kibat 1, moi-même et le chef de la coopération technique militaire au Rwanda. Donc il y a eu une véritable volonté d'arrondir les angles et de travailler pour que les choses ne s'enveniment pas. Ça aurait été très simple à cette époque-là d'envenimer la situation et le contingent belge serait retourné en Belgique, parce que c'était également la volonté du général Dallaire à l'époque. Donc ça, c'est la deuxième expérience avec le président. Et puis la troisième, c'est au moment de la visite du ministre de la Défense belge à la mi-mars. Il y a une visite du ministre Delcroix à l'époque qui voulait visiter le détachement belge au sein de la Minuar. Et là, il y a eu également un entretien entre le ministre, le président de la République, l'ambassadeur de Belgique et le ministre Bizimana et moi-même pour un petit peu discuter des relations. Et à cette occasion-là, le ministre belge s'était engagé à consolider, augmenter la mission de coopération technique au Rwanda.
Donc, il y avait vraiment une volonté de la Belgique de participer concrètement au processus de paix et de faire en sorte que ce processus de paix ne capote pas, puisque on était tout à fait conscient que c'était quand même une période très délicate et qui pouvait capoter très facilement. Et donc, voilà les contacts que j'ai eus personnellement avec le président Habyarimana. Je vous remercie beaucoup. Votre témoignage vient décidément renverser pas mal d'idées reçues et propagées à longueur de journée par certains médias et par certains chantres de la libération apportée par le Front patriotique rwandais, surtout quand ils essaient de diaboliser l'ancien président de la République rwandaise, le général Juvenal Habyarimana. Nous sommes là donc à la veille de son assassinat, le 6 avril 1994. Ce point va faire l'objet de la troisième partie de cette émission. Une fois encore, on va se détendre, prendre un peu de temps et revenir dans quelques minutes. Je vous remercie, mon colonel. iyumvire uzaramba iyumvire karasira osekuru nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere